Certaines trahisons laissent des cicatrices qu'aucune carte ne peut montrer. Entre 1936 et 1944, près d'un demi-million de Palestiniens ont perdu leur maison, leur avenir, leur voix. Ce n'est pas seulement une histoire de conflit, c'est une histoire d'effacement, de promesses brisées et de frontières tracées sans consentement. Dans cette exploration approfondie, je dévoilerai la vérité derrière le silence. Comment les puissances impériales ont découpé la terre, comment la résistance a été écrasée et redéfinie comme rébellion, et comment les graines du déplacement ont été semées bien avant la Nakba. À travers Protaion, je cherche à récupérer la mémoire perdue, restaurer la dignité et écouter les voix trop souvent ignorées. Quelles forces ont rendu cette fracture initiale inévitable, quand les décisions de puissance lointaines ont façonné la vie de millions de personnes? Quand aristocrates et empires ont tracé des frontières sans consentement, laissant les civils en payer le prix? Et comment ces choix ont-ils préparé le terrain pour les événements qui allaient en suivre? C'est le chemin avant la chute. Événement 1, 1936-1939, la grande révolte palestinienne en 1936, 2 décennies de promesses non tenues s'étaient transformées en vies brisées. Les Palestiniens ont vu leurs terres s'échapper, vendues, saisies, renommées. Le mandat britannique, autrefois évoqué avec de grands idéaux, était devenu un instrument de leur déplacement. Quand la grève a commencé, ce n'était pas seulement contre la domination coloniale, c'était contre l'effacement lent d'un peuple qui refusait de disparaître. En 1917, le gouvernement britannique a émis la déclaration Balfour promettant son soutien à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine sans consulter sa population arabe majoritaire sous les politiques du mandat britannique. Tout au long des années 1920 et 1930, l'immigration sioniste a été régulièrement facilitée et les achats de terres par des organisations sionistes ont déplacé des milliers de fermiers arabes palestiniens. Au milieu des années 1930, l'immigration juive intensifiée, en partie due à la montée du nazisme en Europe, a aggravé les inégalités économiques, créant une société arabe palestinienne marquée par un chômage généralisé, une absence de terres rurales et un ressentiment croissant. En novembre 1935, la mort de Sheikh Izz ad-Din al-Qassam, un prédicateur populaire et militant anticolonial aux mains des forces britanniques, est devenue un point de ralliement pour le sentiment nationaliste. Son martyre a déclenché un sentiment généralisé que les griefs politiques ne pouvaient plus être contenus dans des cadres légaux. En avril 1936, une grève générale de 6 mois a été lancée à Naplouse, se propageant rapidement à travers la Palestine. Organisée par le Comité arabe supérieur nouvellement formé sous Hajj Amin al-Husseini, la grève exigeait la fin de l'immigration juive, une interdiction des ventes de terres aux organisations sionistes et l'établissement d'une autonomie palestinienne. Les autorités britanniques ont répondu par la loi martiale, des couvre-feux, des arrestations massives et une répression violente des manifestations. À la mi-1936, après que les Britanniques ont rejeté les demandes palestiniennes et poursuivi les mesures répressives, le mouvement a évolué en rébellion armée. La guérilla s'est intensifiée entre 1938 et 1939, avec des combattants palestiniens, souvent des villageois ruraux familiers du terrain, montant des attaques sur des cibles militaires britanniques, des réseaux de transport et des colonies sionistes. La réponse britannique a été brutale. Des politiques de punition collective ont été systématiquement mises en œuvre, des maisons démolies, des villages rasés, des couvre-feux imposés et des communautés entières condamnées à des amendes pour soutien présumé à la rébellion. Notamment, la destruction du village d'Al-Baza en 1938, où les forces britanniques auraient massacré des dizaines de civils, reste l'une des atrocités les plus infâmes de la révolte. En réprimant la révolte, les Britanniques ont formé des opérations conjointes avec les forces paramilitaires sionistes. Les escadrons de nuit spéciaux, commandés par l'officier britannique Ord Wingate, combinaient des soldats britanniques et des membres de la Haganah, la principale milice sioniste. La Haganah a également fourni des renseignements, guidé des patrouilles et participé à des raids contre des combattants et des communautés palestiniennes. Le coût humain a été stupéfiant. Environ 5000 Palestiniens ont été tués, 15 000 blessés et plus de 5600 emprisonnés. Les forces britanniques ont subi environ 262 pertes. Les communautés sionistes ont enregistré environ 91 décès pendant le conflit.
En plus de la perte immédiate de vie, des centaines de villages ont été gravement endommagés ou dépeuplés et la direction politique du mouvement national palestinien a été effectivement démantelée par des arrestations massives, des déportations et des exils. Les gouvernements arabes de la région ont exprimé un soutien rhétorique à la cause palestinienne, mais ont fourni une aide matérielle minimale. En Grande-Bretagne, une minorité de membres du Parlement et des segments de la presse ont critiqué la dureté de la contre-insurrection, mais le cadrage dominant a caractérisé la résistance palestinienne comme de l'anarchie pour justifier le contrôle impérial continu. En 1939, la révolte avait été écrasée. La société palestinienne est sortie dévastée, politiquement fragmentée, socialement traumatisée et militairement affaiblie. La Grande-Bretagne, concluant que le mandat devenait intenable sous sa forme actuelle, a commencé à explorer des solutions politiques à la question palestinienne. Les graines de la partition et de trahison plus profonde avaient été semées. Quand une révolte est écrasée, le monde dit souvent aux blessés de se taire. Mais la mémoire n'est pas si facilement effacée dans les cendres de la rébellion. De nouvelles cartes étaient déjà en train d'être dessinées, des cartes qui décideraient des frontières, des vies et des avenirs sans le consentement de ceux qui les vivaient. Alors qu'un chapitre de défiance se fermait, un autre façonné par la diplomatie et la division s'ouvrait discrètement. Événement 2, 1937, la commission Peel. Quand une rébellion secoue un empire, la justice pourrait être la réponse. Mais pour la Grande-Bretagne, les cris de la Palestine ont été répondus non par l'écoute, mais par des lignes sur une carte. En 1937, la commission Peel est arrivée avec une seule question, déguisée en comment diviser une terre qui ne vous appartient pas. En réponse à la révolte arabe de 1936, la Grande-Bretagne a établi la commission Peel, une enquête royale chargée d'enquêter sur les racines du soulèvement et de proposer une solution pour l'avenir de la Palestine. Mais dès le départ, l'enquête reflétait des présupposés impériaux. La domination britannique et la colonisation sioniste étaient considérées comme acquises. La question n'était pas si la terre devait être divisée, mais comment. Présidée par Lord William Peel, la commission ne comprenait que des fonctionnaires britanniques. Les voix palestiniennes et arabes ont été systématiquement mises de côté. La plupart des dirigeants palestiniens, sentant l'inutilité du processus, ont boycotté les audiences. En revanche, les dirigeants sionistes, dont Chaim Weizmann et David Ben Gourion, ont saisi l'occasion, livrant des témoignages soignés et organisant des visites sur le terrain pour mettre en valeur la question du développement. Leur engagement a façonné le récit que la Grande-Bretagne adopterait bientôt. Après avoir parcouru la région et consulté sélectivement, la commission Peel a publié son rapport en juillet 1937. Elle a conclu que le mandat était devenu ingérable, une admission tacite de l'échec du modèle colonial britannique. La recommandation principale était spectaculaire, diviser la Palestine en deux États distincts, un arabe, un juif, avec une zone internationale autour de Jérusalem. L'État juif proposé couvrirait près de 20% de la Palestine, bien que les Juifs ne représentent qu'environ 30% de la population et possèdent moins de 7% des terres. Le plan approuvait également en termes vaguement inquiétants le transfert de plus de 225 000 Arabes de l'État juif proposé, un euphémisme qui cédait discrètement à la logique du nettoyage ethnique. Les réponses sionistes étaient mitigées mais stratégiques. L'agence juive a accepté le plan comme point de départ. Ben Gourion a admis plus tard, après la formation d'une grande force suite à l'établissement de l'État, nous abolirons la partition et nous étendrons à toute la Palestine. Les sionistes révisionnistes, dirigés par Zev Jabotinsky, ont rejeté la proposition, exigeant plus de territoire et s'opposant à toute limite à l'expansion juive. Les réactions palestiniennes et arabes ont été immédiates et sans équivoque. Le comité arabe supérieur a condamné le plan comme une trahison coloniale. Ils ont rejeté toute partition de la Palestine, une terre où les Arabes étaient majoritaires et dont l'avenir, insistait-il, devait être décidé par son peuple autochtone. Juste 2 mois plus tard, 21 délégués arabes de toute la région se sont réunis à la conférence de Bludan en Syrie et ont unanimement dénoncé le plan Peel, appelant à une indépendance totale et indivisible. Bien qu'une minorité de fonctionnaires britanniques ait exprimé des préoccupations concernant l'injustice de la partition, le cadre dominant à Londres traitait la Palestine comme un fardeau stratégique à résoudre, non un peuple à écouter. Le rapport d'appel a discrètement introduit une nouvelle logique dans le discours international selon laquelle la Palestine pourrait être résolue en traçant des frontières sans le consentement palestinien.
Bien que le plan n'ait jamais été mis en œuvre, ses conséquences ont été durables. La résistance arabe a escaladé, la répression britannique s'est intensifiée et l'idée de partition, autrefois marginale, a commencé à gagner du terrain dans les cercles politiques occidentaux. La graine avait été plantée que la dépossession pouvait être reformulée comme un compromis, que les accapareurs pouvaient être ancrés sans droit. Les cartes sont faites avec soin, mais les vies sont écrites, sans dans les ruines et les noms. En 1937, la Palestine a été redessinée sans le consentement de son peuple. Un avertissement qui allait bientôt s'amplifier. Là où la mémoire est brisée en morceaux, l'injustice trouve son point d'appui. Événement 3939, le livre blanc britannique. En 1939, la Grande-Bretagne avait cessé de prétendre offrir la liberté à la Palestine. Tout ce qui restait était la gestion, froide, calculée et en ruine. Le livre blanc britannique n'était pas un pont vers la justice. C'était un échafaudage construit sur un sol brisé. À la fin des années 1930, l'Empire britannique était empêtré dans un conflit de sa propre création. La grande révolte palestinienne avait brisé toute illusion de domination coloniale stable. La Grande-Bretagne a répondu par la force, déployant plus de 20 000 soldats, rasant des villages et emprisonnant des milliers de personnes sans procès. Mais à mesure que les tensions montaient en Europe, l'attention de la Grande-Bretagne s'est déplacée. Avec la guerre imminente, il ne pouvait pas se permettre des troubles au Moyen-Orient, pas avec le canal de Suez et les routes pétrolières vitales en jeu. La commission Peel de 1937 avait proposé de diviser la Palestine, mais le plan s'est effondré sous la résistance arabe et l'indécision britannique. Maintenant, la Grande-Bretagne avait besoin d'une solution rapide, d'une politique pour apaiser les dirigeants arabes sans aliéner complètement le mouvement sioniste. Le 17 mai 1939, la Grande-Bretagne a publié le livre blanc, marquant un revirement brutal par rapport à la promesse de la déclaration Balfour d'un foyer national juif. Les points clés comprenaient un chemin vers l'indépendance, une promesse que la Palestine atteindrait une pleine indépendance d'ici 1949 en tant qu'État unifié où Arabes et Juifs partageraient le pouvoir. Mais cette indépendance était conditionnelle, dépendant du développement d'institutions autonomes, une exigence vague laissant le calendrier à la discrétion britannique. Limite de l'immigration juive. Limitant l'immigration juive à 75 000 sur les 5 prochaines années, seulement 15 000 par an par la suite. Toute immigration supplémentaire nécessiterait le consentement arabe, accordant effectivement à la majorité arabe un droit de veto. C'était un coup dévastateur pour les juifs fuyant la persécution nazie. Stephen S. Wise, un leader sioniste américain, a protesté. Mettre un veto entre les mains de ceux qui ont juré de nous détruire est un acte de cynisme politique sans précédent en notre temps. Restrictions foncières, des limitations sévères sur les achats de terres juives, les interdisant complètement dans environ 95% de la Palestine, à travers les règlements de transfert de terres de 1940. Destiné à préserver la majorité arabe, ce mouvement a effectivement gelé l'expansion territoriale juive. Les dirigeants sionistes ont réagi avec fureur. David Ben-Gourion a déclaré « Nous combattrons le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre et combattrons la guerre comme s'il n'y avait pas de livre blanc ». Un engagement symbolisant la stratégie de résister à la domination britannique tout en soutenant l'effort de guerre allié, l'agence juive s'est mobilisée pour saper la politique. Les réseaux clandestins ont élargi leurs opérations Aliyah-Bet, faisant passer clandestinement des dizaines de milliers de juifs en Palestine. Défiant les blocus navals britanniques, des groupes comme la Haganah, l'Irgun et le Lehi ont intensifié la résistance armée, posant les bases d'une insurrection à grande échelle. Les réactions des Arabes palestiniens étaient complexes. Certains ont accueilli favorablement la restriction de l'immigration juive, mais d'autres ont vu le livre blanc comme une demi-mesure, ne parvenant pas à offrir une véritable indépendance. Hajj Amin al-Husseini, le grand mufti de Jérusalem, l'a condamné comme une autre trahison britannique, déclarant que la majorité arabe de Palestine n'accepterait jamais une politique qui continuait de reconnaître les revendications sionistes. Pour les Palestiniens des collines autour de Jaffa, le livre blanc ressemblait à un autre décret étranger écrit sans leur voix. Pour les réfugiés juifs piégés en Europe, c'était une dernière barrière bureaucratique, une ligne sur une carte qui fermait la dernière porte vers la sécurité. Dans les marchés de Jérusalem, les conversations se faisaient plus discrètes, les regards plus vigilants. Dans les camps de réfugiés en Europe, les lettres ont cessé d'arriver. À la fin des années 1930, des dizaines de milliers de réfugiés juifs se sont retrouvés bloqués, incapables de trouver refuge alors que les murs de l'Europe se refermaient. Des navires comme le Saint-Louis transportant des familles désespérées étaient refoulés de port en port, renvoyés pour affronter les horreurs qu'ils avaient tenté de fuir. La pression continuait de monter. La Grande-Bretagne avait promis l'ordre,
mais les fissures étaient déjà visibles. Le livre blanc était censé clore un chapitre. Au lieu de cela, il a allumé la mèche pour le suivant. Les promesses faites par les empires ne sont pas gravées dans la pierre, elles sont griffonnées dans le sable, emportées par la tempête. En Palestine, l'encre du compromis a séché rapidement, mais les fissures se sont propagées plus vite. Événement 4, 1944, l'assassinat de Lord Moyne. Certaines guerres se mènent par déclaration, d'autres par balles, en plein jour, dans les ruelles, dans un silence qui en dit plus que les discours. En 1944, un seul moment au Caire a percé le bruit et changé ce qui restait de la diplomatie en Palestine. Lord Walter Guinness, mieux connu sous le nom de Lord Moyne, était un haut fonctionnaire britannique, l'homme de Churchill au Moyen-Orient. Depuis le Caire, il avait le dernier mot sur ce qui se passait dans la région, y compris en Palestine, face à un petit groupe sioniste radical appelé Lehi, connu des Britanniques sous le nom de Stern Gang. Moyne n'était pas juste un autre diplomate. Il était un symbole de la trahison britannique, l'homme qui a aidé à appliquer le livre blanc de 1939, la politique qui a fermé les portes aux réfugiés juifs alors même que les nazis les exterminaient. Lehi ne croyait pas à l'idée d'attendre, il n'était pas intéressé par les négociations. Contrairement aux dirigeants sionistes traditionnels qui collaboraient avec la Grande-Bretagne pendant la guerre, Lehi voyait l'Empire britannique comme le véritable problème. Pour eux, la Palestine était occupée, et la force par le dialogue était la seule issue. Qu'est-ce qui les a poussés à bout? Un discours a marqué les esprits. En 1942, Moyne s'est exprimé à la Chambre des Lords et a dit que les Arabes étaient une race pure et que les Juifs étaient une race mixte. Cette phrase est restée. Lehi l'a pointé comme preuve que cet empire n'était pas neutre, qu'il était raciste et qu'il choisissait son camp. Ils n'ont jamais oublié non plus le désastre du Strouma. 768 réfugiés juifs laissés mourir en mer après s'être vus refuser l'entrée en Palestine. La rage de Lehi ne concernait pas seulement les navires ou les discours. Elle remontait à 1938, lorsque 32 nations se sont réunies à Évian pour aborder la crise croissante des réfugiés juifs. Une par une, elles ont offert leur sympathie, puis ont tourné le dos. La Grande-Bretagne a refusé d'ouvrir la Palestine. L'Amérique a offert des platitudes, pas de visa. Seule la République dominicaine a accepté d'en prendre plus qu'une poignée symbolique. Pour Lehi, Évian est devenue la preuve que le monde n'avait pas l'intention de sauver les Juifs et que seule la lutte armée en Palestine pouvait forcer la création d'une patrie. Si aucune autre nation ne les acceptait, ils en prendraient une par le sang s'il le fallait. Pour Lehi, ce n'était plus de la politique. C'était personnel. Le 6 novembre 1944, 2 jeunes membres de Lehi, Eliyahu Hakim et Eliyahu Betzuri, attendaient devant la maison de Moyne au Caire. Quand sa voiture est arrivée, ils n'ont pas hésité. Hakim a tiré 3 coups de feu. Betzuri a tiré et tué le chauffeur de Moyne, le caporal Arthur Fuller. Moyne a été emmené à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Ils ont essayé de s'enfuir à vélo, mais les habitants sont intervenus. La police les a attrapés presque immédiatement. Tous deux ont été jugés, condamnés à mort et pendus en mars 1945. Des années plus tard, en 1975, leurs corps ont été rapatriés en Israël. Ils ont été enterrés avec tous les honneurs militaires. Lehi les a appelés des héros. Mais la plupart des dirigeants juifs, y compris Ben Gourion et l'agence juive, n'étaient pas d'accord. Ils ont qualifié cela de crime horrible, un coup porté au mouvement et un cadeau à la presse britannique. Les communautés juives en Palestine et à travers l'Europe essayaient juste de survivre. Cela n'a pas aidé, cela a fait du mal. Mais Lehi a quand même distribué des tracts. Ils ont qualifié Moyne de meurtrier. Ils ont affirmé, bien que cela n'ait jamais été confirmé, qu'il avait un jour répondu à une proposition de sauver les Juifs hongrois en disant « Où puis-je les mettre ?» Même si ce n'était pas vrai, les gens y croyaient, et à ce moment-là, ça s'est répandu. Le monde arabe n'est pas resté silencieux non plus. Les journaux de la région, d'Al-Haram à Philistine, ont pointé le meurtre comme preuve. Militantisme sioniste, ambition des colons, et un signe clair que la partition de la Palestine ne serait pas pacifique. Et pour la Grande-Bretagne, c'était un désordre. Churchill était furieux, mais même lui a admis que cela a ébranlé le contrôle britannique en Palestine. Pourtant, les politiques n'ont pas changé. Les navires de réfugiés continuaient d'être refoulés. Même les coups de feu ne pouvaient pas ouvrir les portes. L'assassinat de Lord Moyne est devenu un symbole non seulement de rébellion, mais de ce qui se passe quand la diplomatie s'effondre. Quand le pouvoir colonial s'accroche trop fort et que le radicalisme riposte, les communautés palestiniennes subissent les conséquences.
Les réfugiés juifs restent piégés, leur traumatisme utilisé et déformé par ceux au pouvoir, les deux peuples pris entre les cartes de l'Empire et les ambitions des hommes. Quand les mots sont ignorés, la violence intervient. Tandis que le monde regardait la guerre d'Europe en Palestine, autre chose se construisait. Le silence après la chute de Moïse ne durerait pas longtemps. Cet épisode a révélé comment les promesses non tenues et les trahisons silencieuses ont fracturé la Palestine bien avant 1948. Il a montré comment des millions ont perdu leur maison et leur voix, tandis que de puissants empires tracèrent des frontières sans consentement. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Dans le prochain épisode, nous examinerons comment les dirigeants mondiaux ont décidé du sort de la Palestine, comment les survivants de l'Holocauste ont cherché refuge et comment le plan de partition du territoire s'est déroulé pour soutenir la justice pour les Palestiniens. Restez informés, partagez ce que vous apprenez et élevez les voix trop souvent ignorées. Pour des informations fiables, considérez ces ouvrages: La cage de fer de Rachid Khalidi, Le nettoyage ethnique de la Palestine par Elim Pape, les archives des Nations Unies sur le mandat et les plans de partition, les écrits de Hannah Arendt et les essais et lettres d'Albert Einstein. Il est important de comprendre que le sionisme en tant que mouvement politique ne représente pas le judaïsme ou le peuple juif dans son ensemble. Aucune haine ne devrait être dirigée vers les communautés juives, mais plutôt vers les politiques colonialistes et sionistes qui ont causé des souffrances. Si cet épisode vous a aidé à voir l'histoire de la Palestine plus clairement, veuillez aimer, partager et vous abonner. Votre soutien permet à ce travail de continuer. Dire des vérités qui comptent. Rejoignez la conversation dans les commentaires. Votre voix est importante ici. Merci d'avoir regardé Protaillon, où la vérité est rappelée et la dignité restaurée. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez à chercher les histoires qui comptent. Et surtout, prenez soin de vous.